Jumper away. Felix, the wind's out of the north, 5 to 10. East. Wind's up. There you can see by the approaching shadow, he's just about there, and he's down on the earth, safely back. It's instructive to go back and understand the origins of the U.S. space program. And to do that, you have to go back to Nazi Germany. Hitler recruited a brilliant young rocket scientist by the name of Wernher von Braun, who had a weekend rocket club, to come to work for the Nazis to build the V-1 and V-2 rockets that were used to terrorize the cities of London and Paris and Brussels towards the end of World War II. And for von Braun and his team, they set up along the Baltic Sea a place called Peenemünde. It was a research and development center for the Nazi rocket operation. And to this place at Peenemünde, the Nazis brought thousands of Jews and French resistance fighters to serve as prisoners, essentially slaves, to build this production effort. Well, the British found out about it, went in and bombed the entire operation. And so the Nazis said, we've got to move to a more secure location. And down inside of central Germany, there's a mountain chain called the Harz Mountains. And in that mountain, there's a huge tunnel where the Nazis were storing military hardware. Well, they cleared the whole thing out, moved the entire rocket operation into the tunnel, named it Mittelwerk. And just outside the mountain tunnel at Mittelwerk, the Nazis built a brand new concentration camp called Dora. And to Dora, the Nazis brought 40,000 Jews, gypsies, French resistance fighters, homosexuals, communists, even a black American GI were brought there to serve as slaves for the operation. Well, you know, immediately after the war, the U.S. and the Allies created the Nuremberg trials, at which time we brought the Nazis to justice for their crimes against humanity. But 1,500 of the top Nazis never went to trial. They were smuggled into the United States by the U.S. military under a program called Operation Paperclip, smuggled in through Boston and West Palm Beach, Florida. And Wernher von Braun and his rocket team, 100 of them, along with 100 copies of the V-2 rocket, were sent to Huntsville, Alabama, where von Braun became the first director of NASA's Marshall Space Flight Center. What's interesting is the other 1,400 Nazis. Who were they? Well, some of them were brought to the United States to work for the CIA. Others were brought to the United States to do the LSD drug experiments and the MK Ultra mind experiment. À partir de 1950, von Braun se voit confier des responsabilités de plus en plus importantes et la flamme de son ambition se ravive. Il développe Redstone, le premier missile guidé de l'armée américaine, dérivé direct de son V2. Et l'utilisation des fusées comme arme n'est pas ce qui motive Wernher von Braun. Depuis tout petit, il rêve d'espace, de fusées interplanétaires et d'exploration. Il écrit d'ailleurs régulièrement dans la presse américaine au sujet de son projet d'exploration de Mars, de station spatiale et de conquête de l'espace. Afin de faire connaître au grand public les possibilités offertes par l'espace, il réalise même plusieurs films à ce sujet avec le célèbre Walt Disney. L'objectif de von Braun est que le public se passionne pour le sujet et que le gouvernement américain débloque des fonds nécessaires à la conquête spatiale. La première étape de la mise en œuvre de son ambition consiste à mettre en orbite un satellite artificiel. À la demande de Kennedy, von Braun dirige le programme militaire Apollo. Et Jack est un curieux. Il veut expérimenter, comprendre, est fasciné par la magie,
Il tente d'invoquer le diable dans sa chambre alors qu'il est encore tout jeune. Il espère, grâce à ses rituels, utiliser les forces occultes pour parvenir à son objectif fantaisiste. Évidemment, sa tentative magique est un échec cuisant. Rien ne se passe et il se tourne lui-même en ridicule en qualifiant sa tentative de fiasco magique. Jack Parsons est dans son monde depuis tout petit. S'il excelle dans ses domaines de prédilection pour lesquels il est entièrement dévoué, en dehors, et particulièrement à l'école, Jack a du mal. En 1935, Jack épouse Helen Northup, il est alors âgé de 21 ans. En parallèle de son travail, lui et Foreman assistent à des conférences et des cours publics afin de parfaire leurs connaissances. Et c'est à l'un de ces cours qu'il rencontre Frank Malina, qui les introduit à son tuteur de thèse, Theodore von Karman. Et ce dernier leur ouvre l'accès au laboratoire aéronautique de Guggenheim. L'accès à ce laboratoire transforme nos 3 hommes passionnés en une véritable équipe surnommée la Suicide Squad. Ils rencontrent d'autres personnes et commencent le projet de la construction d'un moteur de fusée, projet qu'ils décident de déplacer dans le désert à cause de son envergure. L'US Air Force s'intéresse à leurs travaux et il recrute Jack Parsons et son équipe. Ensemble, ils créent le Jet Propulsion Laboratory qui deviendra ensuite la NASA. Rien que ça. À voir son parcours, on pourrait penser que Jack Parsons est devenu un grand scientifique, qu'il a rapidement balayé son attrait pour la magie et l'occulte au profit de la raison et du rationnel. Eh bien, détrompez-vous. Au fil des années, Parsons n'a jamais cessé de nourrir son penchant pour l'occulte. Et grâce à son manoir, il peut pleinement s'adonner à ses pratiques, sans que personne ne le sache, afin de préserver sa réputation auprès de sa famille et ses proches. Persuadé que la vocation de force surnaturelle lui permette d'accomplir son objectif de construction spatiale, Parsons continue de développer son savoir occulte en s'approchant notamment de grands noms du milieu. Il prend alors contact avec Aleister Crowley, avec qui il entretient une relation épistolaire, ils s'écrivent régulièrement des lettres. Et c'est donc tout naturellement que Jack Parsons se met à organiser des orgies de magie sexuelle à son personnage, au sein duquel il tient un rôle de guide spirituel. Pour lui, c'est grâce à sa pratique intensive de l'occulte qu'il est aussi efficace dans ses travaux que d'autres considèrent comme ceux d'un génie. Dégoûté par son style de vie, Helen Northup, sa femme, le quitte. Parsons commence alors à avoir une liaison avec la sœur de son ex-femme, Sarah Northup Hollister, qui croit à l'occulte et qui s'adonne aux orgies du personnage. Au cours de l'une de ces réunions au personnage, Jack, qui est accompagné de Sarah, rencontre L. Ron Hubbard. C'est un auteur de science-fiction admiré par Jack Parsons. Alors, vous ne savez peut-être pas qui c'est là tout de suite, son nom ne vous revient pas, mais vous connaissez cet homme. Si, vous le connaissez. L. Ron Hubbard est le fondateur de la scientologie. Un auteur de science-fiction. Voilà, ils discutent, sympathisent et deviennent amis, et Parsons lui offre un libre accès au personnage. À force de pratique, la spiritualité de Parsons devient de plus en plus cryptique. Ses orgies tendent à présent vers un objectif beaucoup plus défini, réussir à invoquer Babylone, grande mère de la planète Terre, symbole de la femme élémentale et de la femme libérée sexuellement. Jack surnomme son projet le Babylone Working, qui a pour but de provoquer l'avènement de la Dame en Rouge, qui donnera naissance à l'enfant de la Lune. L. Ron Hubbard est une personne ambivalente. Il a une vie très mouvementée, qu'il semble embellir en maquillant un petit peu certaines vérités, et ce, depuis sa jeunesse. En 1945, sa soif de connaissance le plonge dans l'occulte. Il devient proche de l'Ordo Templi Orientis, l'ordre du Temple oriental, une société secrète autour de laquelle gravite l'occultiste Aleister Crowley. Una vez en tierra y durante una conferencia donde la tripulación daba pormenores de sus actividades, ocurrió esto. It's just something that, something that you've never seen before. And when I finally got to go out the doors, that was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had, training the team.
es la astronauta Stephanie Sheen Piper, una de las integrantes de la misión STS-115 del transbordador Atlantis, quien se desvanece justo cuando relataba a la prensa su experiencia al observar un extraño objeto muy cerca del transbordador, cuando pretendía realizar una maniobra fuera de la nave.